Dernière partie. L'histoire commençait à Paris et se termine à Paris. C'est en lisant le livre de Clarisse Gorokoff, « Défaire l'amour », que ça m'a frappé. Plus l'autre est insaisissable, plus nous voulons le saisir. Plus l'autre nous semble être un mystère et plus nous courons après. Un jour, l'autre reprend son amour qu'il n'a pu nous donner. Et nous comprenons que son mystère n'était que du vide. Aimer l'autre est parfois le pire moyen pour l'atteindre. Nous aimerions avoir des réponses, mais l'autre en face n'a que des questions. L'autre est parti pour tout un tas de raisons. Qu'est-ce que l'autre pourrait nous dire ou nous écrire qui nous apaiserait ? Nous qui avions fait reposer notre avenir et notre bonheur sur sa personne plutôt que sur la nôtre. Blaise Pascal résumait la condition de l'humain en 3 mots. Inconstance, ennui, inquiétude. Et si ce que nous recherchions dans l'amour, comme le suggère Clarisse Gorokoff, n'était finalement que l'âme, la source de l'existence, la source du tout, reléguant l'amour de l'autre à une sous-catégorie. Clarisse Gorokoff, bonjour. Vous êtes née le 16 septembre 1989, cadette après votre sœur Juliette et avant votre autre sœur Jeanne. Votre père, Boris, est un artisan spécialisé dans les travaux de peinture et peintre également. Il vous transmet d'ailleurs ce goût pour la peinture puisque vous peignez des aquarelles et nous reviendrons également plus tard sur votre intérêt pour Vincent van Gogh. Votre mère, Pascaline, vous transmet, elle, son goût pour la littérature et l'écriture. Vous décrivez votre mère comme une femme aimante, mais défaillante pour qui la vie ne va pas de soi. Accro à l'alcool et aux opiacés, une romancière sans œuvre. Depuis votre naissance, vous avez cette intuition qui tourne en arrière-plan. Votre mère ne restera pas longtemps dans le monde des vivants. C'est effectivement ce qui se produit. Votre mère décède à 35 ans, après une crise d'épilepsie et 4 mois dans le coma. Vous avez 6 ans. Cet épisode douloureux auquel vous assistez sera la matière de votre 3e roman, Les Fillettes. Ne restent que les livres de votre mère, à noter de divers commentaires, chronologie de lecture, endroit où elle a lu le livre, avis, citations, et les carnets où elle couchait, je vous cite, ces états d'âme tourmentés, parfois morbides, mais jamais dénués d'humour. Vous aussi, ce sera l'écriture, même si l'école ne vous y encourage pas vraiment. Votre prof de français vous dit un jour en lisant vos textes, n'est pas Proust qui veut. Est-ce que ce début de parcours a fait naître chez vous l'envie d'une revanche, peut-être une certaine colère, mais qui s'est révélée constructive, puisqu'elle vous a permis d'atteindre vos objectifs et de devenir la brillante autrice qui se tient là maintenant face à moi ? C'est gentil, Marcelin. Merci beaucoup pour cette biographie qui m'étonne moi-même. Tout est juste, tout est vrai. C'est en accéléré et en même temps, c'est un petit peu comme si j'étais en train de faire une expérience de mort imminente. Je voyais ma vie défiler sous mes yeux. Donc ça, c'est bon. Il y a presque la lumière au bout du tunnel, mais elle est un peu faiblarde. Brillante autrice. J'espère que justement, quand je ferai ma fameuse mort définitive, je me dirai ça. Et en même temps, je me dis, j'espère que j'en serai plus accrochée à ces chimères de l'ego. Par contre, ce qui me touche, c'est plutôt le fait que un inconnu qui se présente sous mes yeux, à savoir vous, et vous m'êtes déjà très sympathique, avait été touché d'une manière ou d'une autre par l'un de mes livres ou par quelque chose qui se situait dans l'un de mes livres. Et ça me réconforte énormément. Mmh. Et en effet, ma mère, comme vous avez très bien dit, une romancière sans œuvre, comme avec votre accent, désolé, qui est hyper charmant. Je trouve ça aussi très beau. Pourquoi on a besoin d'avoir un rayon à la Fnac avec son nom pour se dire qu'on a bien fait les choses et qu'on a réussi dans la vie. Y a des gens qui n'ont pas laissé de traces sous forme de livres et d'objets tangibles, mais sous forme invisible, d'émotions, d'idées qui ont été bien partagées, transmises, plantées dans l'esprit de quelqu'un d'autre. Et c'est comme des cercles, vous savez, quand on lance un galet sur une surface aqueuse, et ça rayonne. On ne sait jamais comment, à quel endroit, jusqu'où ça va rayonner. Mais ce qui va, je crois, très très fort en la beauté, l'émotion et l'amour, le partage et la curiosité, aussi niais puisse ce propos paraître. Non, c'est sincère. À 18 ans, vous vous passionnez également pour la photographie. Vous découvrez les travaux de Francesca Woodman qui vous passionnent. Vous rencontrez Joel Peter Witkin, un photographe américain que vous adorez. Il vous demande ce que vous voulez devenir, vous lui répondez que vous voulez écrire, il vous répond « Bien sûr, mais vous êtes déjà écrivaine ». Pourtant, on ne peut pas dire que vos études de lettres vous enthousiasment. En 2008, vous assistez à l'enregistrement de l'émission de France 3 « Ce soir ou jamais », animée par Frédéric Tadei. Vous vous faufilez dans sa loge pour lui demander au culot un stage, ce qu'il accepte. Cette expérience vous donnera un avant-goût d'une vie que vous rêvez trépidante et intense.
Vous comprenez que pour vivre ce rêve, vous allez devoir fuir Paris, que vous associez à la mort et à la fatalité. Vous partez en Turquie dans le cadre du programme Erasmus pour étudier la philo, expérience que vous racontez dans votre roman Confession défaire l'amour. Quel est votre sentiment à ce moment-là ? Vous êtes happé par la liberté qu'offre cette nouvelle existence ? Au moment de faire mon Erasmus, happé par la liberté et happé sans doute par ma destinée. La vie est un mouvement et je pense que la destinée est un mouvement encore plus grand. J'allais à Istanbul et je me dis mais pourquoi Istanbul ? Pourquoi j'ai mis 3 fois sur la fiche Erasmus choix 1 Istanbul, choix 2 Istanbul, choix 3 Istanbul et après je crois que j'ai mis sans trop y croire Venise et Prague. En me disant genre, à mon avis voilà, c'était histoire de. Pourquoi Istanbul ? J'ai aucun élément de réponse. J'y avais jamais mis les pieds. J'avais comme tout le monde les mêmes images, la même sonorité phonétique de ce nom magnifique, le Bosphore et puis c'est tout. Et les clichés auxquels on peut l'associer, pas Midnight Express, je vous rassure, ni même les kebabs. Enfin, j'ai pas mangé un kebab en 6 ans. En tout cas, je savais que j'avais quelque chose de très fort à vivre avec cette ville. Ce qui a été le cas, ce qui est encore le cas, j'en reviens. C'est la ville de mon âme. Vous rencontrez celui que vous appellerez Onur dans votre livre, Défaire l'amour, et vous sentez que vous avez avec lui l'opportunité de vivre une histoire d'amour dans les règles de l'art. Ça commence par un coup de foudre que vous décrivez comme ceci. La fameuse évidence, les papillons dans le ventre, l'onde de bien-être qui envahit le corps, le cocktail hormonal de gaieté et de confiance, les pensées obsessionnelles qui convergent vers le même visage, le même nom, la même odeur, ce long soupir intérieur, la joie si intense qu'elle en devient douloureuse. Vous traduisez coup de foudre d'ailleurs comme coup de névrose. Onur et moi avons le même trou dans nos vies, la même pièce vide. Alors comme pour remplir la pièce vide, nous nous jetons l'un sur l'autre autant que possible des bêtes. Je trouve intéressant le fait que vous fassiez le lien entre le coup de foudre et nos traumatismes passés. Est-ce que nous sommes condamnés à être attirés par ce qui nous échappe et nous malmène ? Alors, le mot condamné, justement, je le trouve intéressant puisque ça fait un petit peu écho à ce concept de destin, de destinée, de fatalité. Qu'est-ce que nous pouvons nous attribuer nous-mêmes de notre liberté dans nos désirs ? Enfin, voilà, est-ce qu'on peut échapper à certaines choses ? Je pense que oui, puisqu'au moment où on vit les choses, on pense pas qu'on est condamné. On sait qu'on est condamné à mourir, et même à chaque seconde de notre vie, on sait qu'on est condamné à mourir, mais on se dit pas à chaque seconde. Donc, dès qu'on s'élance vers que ça soit une histoire d'amour ou un pain au chocolat, parce qu'on en a envie, on se dit pas, oh, bah dis donc, j'en profite parce qu'on est de passage. Par contre, la question de ce qu'on trimballe avec soi au moment T, et même très jeune dans nos vies, qui se pose sur la table, toute fraîche, d'une nouvelle histoire, que ce soit une amitié, mais a fortiori une histoire d'amour, ça c'est sûr, on a tous nos paquets, et c'est derrière le beau décor, les beaux visages, et cette expression qui est cliché des papillons dans le ventre, mais elle est cliché pas pour rien, parce que c'est vraiment ça, il y a quelque chose à l'état gazeux qui se passe même jusque dans nos entrailles. Tout ça, bien sûr, nous illusionne, mais c'est pas une illusion qui est à jeter, c'est pas une illusion dont il faut se prémunir, c'est une illusion qui peut être justement très belle. Et je dirais que si on a la chance de se dire un tout petit peu que c'est une illusion en même temps qu'on la vit, on s'en prémunit un tout petit peu, donc c'est pas mal. Ouais. Mais je vois autour de moi des gens qui, à tous âges, tombent amoureux et à tous âges se fracassent aussi, peut-être à d'autres endroits. Par contre, ce qui est certain, c'est que notre passé et notre enfance sont des personnages secondaires à part entière dans notre relation, qui parfois arrivent et veulent infléchir la partition. C'est comme le cœur dans les pièces antiques. Plus on s'aveugle dessus, plus ils vont venir intervenir et torpiller le truc. Ça, c'est évident. Ouais. Mais c'est aussi au contact de ça qu'on apprend justement à se dire « Ah bah voilà, bon alors, si on a envie d'apprendre à se connaître et un peu de s'élever par rapport à tout ça, il faut aussi un peu que les ratés existent, quoi, que les faux pas aient lieu. Si on est tout le temps dans le contrôle, la maîtrise... et l'envie technique de tout vouloir comprendre et de tout vouloir maîtriser, on éviscère l'amour aussi, je crois, en même temps. On ne sait pas trop ce qui se passe, mais finalement, ce qui compte, c'est qu'on a les papillons dans le ventre. Et puis voilà. Le coup de névrose passé, le bonheur pourrait s'installer, devrait s'installer, mais vous comprenez que, contrairement à ce que l'on croit, on ne court pas forcément après le bonheur, mais après l'intensité. Puis il y a le premier truc que l'autre dit qui déplaît, le regard changeant un peu sans qu'on ose l'avouer, le quotidien aussi dans la salle de bain. Onur vous observe quand vous brossez les dents et empiète sur votre espace. Il y a un paragraphe de votre livre qui résume parfaitement cette dynamique. Il, Onur donc, aurait tué père et mère, surtout elle, pour pouvoir écouter mes élucubrations jusqu'à son dernier souffle.
J'avais l'impression de lui délivrer les clés de son être, de lui révéler l'ordre caché du cosmos. À force de me retourner dans tous les sens pour tenter de me déchiffrer, Onur bâtissait la tour d'ivoire, en bas de laquelle il finirait par devenir moins qu'un laquais. Pourquoi finalement, quand on admire trop l'autre, qu'on est trop passionné, qu'on veut le ou la comprendre, percer son mystère, on finit par l'étouffer et provoquer sa fuite? Parce que je pense que c'est une projection, c'est un transfert. J'ai eu un professeur incroyable à la Sorbonne qui s'appelle Renaud Barbaras, sur qui j'ai fait une grosse projection d'ailleurs à l'époque, je devais avoir 21 ans. C'est un grand phénoménologue français. Et en fait, je pense si j'ai compris, quand on vient au monde, on a un désir pour ce monde-là, mais le monde au sens très large, hein, c'est tout ce qui n'est pas nous, mais dont on sent qu'on fait partie. Donc ça peut être, il y a plein d'échelles, hein, ça peut aller jusqu'au cosmos ou même à une échelle non physique, l'invisible. Voilà, tout ce qui nous enserre, qui nous contient, mais dont on se sent isolé, puisque nous, on est pris dans la matière, notre corps qui est fini. Et je crois que toute notre vie, on n'aura de cesse que de projeter sur des objets finis notre désir d'infini. Et donc, c'est très beau, quelqu'un qui tombe amoureux et qui projette toute cette intensité de mystère et de sacré sur un être. Ça veut dire qu'il a en lui ou en elle cet infini. Et que c'est déjà une manière de côtoyer cet infini, ce sacré, ce qu'on veut, qu'on contient tous, simplement l'être qui est en face de nous. Mais ça ne peut pas contenir tout ce mystère, tout cet infini, tout ce divin, tout ce sacré. Une autre chose qui est à l'œuvre, c'est la relation, en fait, qui sait un peu dans quoi elle navigue et ce qu'elle a envie de vivre. Comme un auteur un peu silencieux, invisible. Mais quand on regarde les couples, certains couples, on se dit, il doit être très, très fort, techniquement, cet auteur-là. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. L'écrivain qui est derrière. Ou très mauvais, c'est parfois du soap. Ou très mauvais, c'est comme un soap-opéra qui dure 30 ans, exactement. Alors, vous résumez l'expérience avec cette phrase: j'ai placé de la dynamite au cœur d'un couple et tout a sauté. Je vous trouve un peu dur avec vous parce que vous prenez un peu la responsabilité du truc, mais Onur aussi dynamite le couple en tentant de vous emprisonner. Bon, je vais prendre un peu mon exemple. Au moment de la rupture que je viens de raconter dans l'épisode précédent, j'avais l'impression de tendre un plateau d'argent rempli de bonheur à l'autre et elle, en face, donnait un coup de pied dedans. Sauf que j'avais pas vu que sur le plateau, la bouffe, elle était toute pourrie. Donc, est-ce qu'on pourrait pas se dire que c'est un jeu qui se joue à deux et que les mêmes phrases ou actions avec quelqu'un d'autre n'aboutiraient pas à la même dynamique? Ah, mais je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Et parfois, on est persuadé de nos bonnes intentions. Si on est un petit peu honnête avec soi, on se rend compte qu'en fait, elles sont déjà un petit peu distordues ou biaisées par ce qu'on n'a pas réglé. Et d'ailleurs, heureusement qu'on ne règle pas tout, hein, et qu'on n'est pas censé être non plus le technicien de notre vie, de notre naissance à notre mort, avec notre boîte à outils. Parfois, on a juste envie de vivre, d'aimer, d'être porté, et avec toute la maladresse que ça comporte. Donc, moi, je dirais que si l'intention était belle, et bonne, même si l'autre ne l'a pas reçu de la même manière, ça s'appelle une erreur de visée. Je pense que la beauté d'un geste, la beauté d'une intention ne peut pas être reprochée à l'autre. C'est une erreur, c'est juste un quiproquo en fait. C'est souvent un quiproquo, l'amour. Ouais. Pour le meilleur et pour le pire, c'est souvent la rupture est aussi un quiproquo. L'attirance en est tout autant un. Et c'est très beau, c'est des beaux quiproquos qui deviennent un peu moins beaux, un peu plus désagréables. Alors, vous comprenez qu'avec cette relation, vous êtes en train de passer à côté de ce qui a du sens pour vous, écrire. Vous avez débuté votre premier roman, De la bombe, mais vous vous sentez ailleurs, vous n'avez pas de discipline, plus d'inspiration. Pourquoi est-ce que la passion nous fait perdre l'inspiration? Parce que la passion prend le relais de ce que l'écriture est censée apporter dans une vie. Disons, je ne sais plus si c'est Pessoa qui a dit, je ne sais plus si c'était j'écris parce que le réel ne suffit pas, mais en tout cas, on fait beaucoup de choses parce que le réel ne suffit pas. Ça peut être des très belles choses, comme ça peut être des choses toxiques, boire de l'alcool... ça peut être voyager comme se détruire avec des drogues. Hein. Et je pense que quand on est pris dans la passion, on est justement dans cette zone un peu de fantasme où tout d'un coup le réel, c'est pas qu'il suffit pas, c'est qu'il est, y a quelque chose qui a pris le dessus et qui est merveilleux. Donc à quoi ça sert d'aller dans son petit refuge intérieur, puisqu'on est comblé par quelque chose et on se dit mais c'est le réel qui me donne tout ça, alors qu'en réalité c'est justement ce qu'on s'est convaincu qu'était le réel, mais dont les turbines et le moteur sont les fantasmes. C'est pour ça que ça pose problème après. C'est que ce qui l'alimente, c'est pas du tout quelque chose de réel et de tellement tangible. C'est la projection à gogo, voilà.
Très juste. Vous avez cette nécessité de voir de la bombédité pour, je trouve votre formule magique, ne pas voir l'existence comme un menu filet d'eau qui s'écoule vers les tréfonds des canalisations dans un petit bruit de rire étouffé. Ophélie, l'héroïne de votre roman, place une bombe dans un luxueux hôtel d'Istanbul et comme elle, vous comptez bien trouver votre place de manière fracassante. Vous envoyez votre manuscrit à plusieurs éditeurs et un extrait à Jean-Marie Laclavetine, romancier-éditeur, membre du comité de lecture des éditions Gallimard, qui vous répond « Ne pas lire d'extrait ». Néanmoins, votre pied est dans l'embrasure de la porte et c'est ainsi qu'à 27 ans, vous êtes publié chez Gallimard. Un des thèmes qui vous est cher, c'est le fantasme de la chute. On l'a déjà un petit peu évoqué plus tôt. On va encore dire que je ramène tout le temps tout à l'alchimie, mais l'alchimie débute aussi par une chute. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Dans la Bible aussi, puis on pense la loi de la gravité, évidemment. Alors, vous évoquiez le vocabulaire, tomber amoureux, tomber enceinte, tomber sous le charme, tomber, voilà. Est-ce que, pour vous, la chute est un art ? Alors, un art... Il y a quelque chose de virtuose, dans le sens où on ne va pas pouvoir y échapper. Le déclin, on ne peut pas y échapper si on a la chance de vieillir. Donc, autant être équipé et autant réussir à... Cette fameuse phrase de Paul Valéry que Renaud Barbaras, au cours de la Sorbonne, avait citée et qui a complètement infléchi ma vie, c'est le cas de le dire, la marche est une chute rattrapée. Si la marche est une chute rattrapée, alors on peut considérer la vie sur cette modalité-là. Donc il y a un art de marcher qui est en réalité l'antichambre de la chute, sauf que nous on s'en rend pas compte parce qu'on le fait de manière mécanique. Et si on arrête de se dire que c'est mécanique et qu'on décortique ce qu'on fait à chaque fois, qu'on fait quelque chose en le prenant pour acquis, comme justement tomber amoureux ou ne serait-ce que respirer, et qu'on arrive à voir ce qui est à l'œuvre, pour commencer le miracle de la vie, ensuite un autre miracle, celui d'avoir une identité propre, une subjectivité, qui est capable d'être attirée par d'autres subjectivités, par des désirs, par des projets, par des élans. On va peut-être même pouvoir en rire, on va pouvoir trouver que c'est une aventure. Je me suis pété la cheville juste avant la sortie des Fillettes, et j'étais censée aller partir en Turquie, en Grèce, tout a été annulé. Et au moment même où ma cheville s'est pétée, il s'est passé plein de choses, ne serait-ce que les pompiers qui étaient là par hasard à côté de moi. Toutes les conversations, toutes les étapes, à l'hôpital, l'opération. Enfin voilà, si on est ouvert à ça, on se dit, bah non, mais c'est une autre fenêtre sur la vie, pas celle que j'avais prévue. Mais en fait, tant qu'il y a de la vie, il y a du miracle. Ça amène l'inattendu, la chute. L'inattendu. Ouais. En fait, c'est vrai. Voilà, je pense que l'art de chuter, c'est aussi d'être au corps à corps avec... l'inattendu, exactement, l'imprévisible. Votre deuxième livre s'appelle Casse-gueule. Ava, une belle jeune femme, est agressée, son visage est massacré, mais elle refuse toute intervention chirurgicale, car elle se sent libérée de sa beauté. Cela révèle sa véritable identité, ce qu'elle pense, ce qu'elle aime, ce dont elle a vraiment envie. C'est un autre de vos thèmes récurrents, la liberté, qui avance main dans la main avec la peur de la perdre, la peur du vide. Vous dites préférer quand tout va bien, pas quand tout s'effondre, mais l'incertitude et le chaos, c'est aussi ce qui permet de créer et d'avancer. On vient un peu d'en parler, justement, avec l'inattendu. Et j'ai remarqué souvent que quand on prononce ce genre de phrase, ça ne récolte pas trop d'enthousiasme. On nous dira, ouais, c'est négatif de voir les trucs comme ça. Alors pourquoi est-ce que beaucoup de gens n'ont pas cette vision ? Tout le monde a du chaos dans sa vie, dans son corps. Dès qu'on est, on sent qu'il y a du chaos dans notre corps. Le monde et le cosmos, c'est de l'intelligence et du chaos. L'amour, c'est de l'intelligence et du chaos. La vie aussi, notre corps aussi. Moi, ça me rassure de me dire ça. Hein. Ce que je crois qui est très dangereux, au contraire, c'est de faire croire à l'humanité ou à soi-même qu'on peut tout maîtriser, que l'inévitable est évitable, avec tous les fantasmes des hommes au pouvoir en ce moment. Et c'est pas ça le programme de l'existence humaine, en fait. Pas du tout. Et donc, si plus on le nie, plus on se fait déjà souffrir. Mais en fait, non, l'angoisse fait aussi partie de la vie. Le tout est ne pas qu'elle devienne l'auteur de notre vie et qu'elle ne vienne pas saboter ce qu'on pourrait faire et vivre de beau. Et je crois qu'il n'y a que ça vraiment qu'on peut s'apprendre à faire advenir, quoi. Vous animez des ateliers d'écriture depuis 2017. Vous poussez les participantes et participants à exprimer leur sensibilité, à explorer leurs ténèbres ainsi que leurs lumières. Et en 2023, vous associez à Wouter van der Ven, le spécialiste de la vie et de l'œuvre de Vincent van Gogh, pour le livre Iris en feu. Vous entrez dans la peau d'Iris, une prostituée, pour revisiter à travers une histoire d'amour fictive les derniers moments de la vie du peintre. Vous vivez partiellement à Auvers-sur-Oise. Les lettres de Vincent van Gogh à son frère Théo vous ont toujours particulièrement ému. Vous ressentez une véritable connexion avec Van Gogh. Qu'est-ce qui vous touche tant chez lui ? Vous parvenez à l'expliquer ? Oui, je pourrais l'expliquer, mais ça prendrait trop de temps. C'est quelque chose en lui qui est presque christique ou mystique, ou je sais pas, mais infiniment plus vaste que juste la vie qu'il a eue sur Terre. Il a réussi à traverser quelque chose
à être traversé par quelque chose et à continuer à traverser des millions de subjectivités, c'est ça qui me fascine. Wouter van der Wijn, qui est un type exceptionnel, un grand ami, et en parle très bien de ce que Van Gogh continue à susciter chez les gens. Je pourrais dire ça ici, sa vulnérabilité, l'énergie qu'il y a dans ses toiles qui sont... Enfin, il y a quelque chose qui est vraiment impalpable, indéfinissable. En même temps, dans ses lettres, il parle aussi bien des choses prosaïques comme les pigments, des couleurs qu'il va utiliser, ou même la manière dont il parle de l'argent, de son quotidien, et en même temps de l'amour de Dieu, de la littérature au même plan. Il a son cœur collé à ses yeux, quoi, et le monde tambourine aux yeux sur ses rétines. Je trouve ça vraiment merveilleux. Oui, passion Van Gogh. Durant la saison de ce podcast, on a parlé d'applications de rencontres, de passion, de dépendance affective, de rupture, du grand amour qui serait un conditionnement via les livres, films, médias, en contradiction avec les couples qui éclatent autour de nous. Je voudrais conclure ce podcast par un point de vue plus élevé, même si ça a déjà été quand même un petit peu bien perché, en fait, cet entretien, mais qui m'a été inspiré par ma fille de 7 ans. Je lui ai demandé ce que c'était aimer, et elle m'a répondu « On doit d'abord s'aimer pour aimer ». Alors j'ai été soufflé par la justesse de cette réponse dont les enfants ont le secret. Quel serait votre point de vue, vous, le plus élevé sur ce que peut être l'amour ou ce que peut provoquer l'amour ? Comment s'appelle votre fille si c'est pas Camille. indiscret ? Camille a tout dit. Camille, très joli prénom, elle a tout dit bien sûr. Et c'est en effet, je sais pas si elle l'a entendu quelque part ou si c'est une vérité qui vient de son cœur, mais en tout cas c'est exactement ça. Après s'aimer, il faudrait bien, parce que malheureusement on a tellement prêché ça ces derniers temps dans l'univers du développement personnel, et je crois qu'il y a une grosse confusion. Les gens se sont dit il faut que je m'adore, ils sont partis dans un truc un peu narcissique. Je pense que dans la continuité de ce qu'on dit depuis tout à l'heure, ce qu'on aime en soi, alors il y a une phrase de Drieux-La Rochelle qui m'a aussi beaucoup inspiré, ému. Il dit « Il y a quelque chose en moi de plus précieux que moi ». Dans Récits secrets, ça me fait toujours vibrer. Et ce plus précieux que soi, c'est bien évidemment pas le petit moi qui a peur de disparaître, l'ego qui se sent menacé, qui veut à tout prix qu'on l'aime et être reconnu. Je pense qu'il s'agit de l'âme. Et quand on est au contact de son âme, d'ailleurs âme, amour, quand on aime son âme, on aime l'âme du monde, on est capable d'aimer l'âme de l'autre. En fait, on est au contact de la grande âme, ou l'amour avec un accent circonflexe, on va dire. Ouais. Donc je crois que c'est ça pour moi l'amour, et ça prend toute une vie, voire plusieurs. Mais heureusement, non, ça prend aussi une seconde. Ces choses-là sont fugaces, mais elles sont les instants fugaces d'un mystère éternel. Donc elles y contribuent. Et moi, j'aime beaucoup le fait que les choses passent. J'aime beaucoup l'idée de passage. J'aime beaucoup, mais peut-être que j'aime beaucoup ça parce que je sens que c'est innervé de toute éternité par un mystère que je n'ai pas envie de percer. Je me lève tous les matins, je suis contente de rencontrer des gens qui se lèvent tous les matins aussi parce qu'ils sont animés par ce mystère-là. Et d'ailleurs, animé, c'est l'âme. Et moi, je chéris plus que tout le mystère, et je vois que vous aussi. Voilà. Clarisse Gorokoff, merci beaucoup. On arrive au terme Marcelin. de ce podcast. Alors, j'ai la petite tradition de demander à mes invités le mot de la fin, de leur donner le mot de la fin, quelque chose que j'aurais oublié de demander ou que vous souhaiteriez dire pour conclure. J'ai mangé du Saint-Marcelin à midi. Voilà, pour vous dire quelque chose d'un petit peu terre à terre. Mais si on pense que l'âme est partout, je pense qu'elle est autant dans le fromage que dans vos questions, qui étaient délicieuses. Merci beaucoup. J'ai vu la forêt comme un endroit magique, des fougères où se cacher, une exploration pour y trouver un trésor oublié, la vie qui surgit à tout moment, du silence et de la musique. J'ai vu la forêt comme ça. Mais aujourd'hui, la forêt est dangereuse. N'allez pas trop loin, vous pourriez vous perdre, je crie à mes enfants. Une angoisse qui étreint, des bêtes sauvages qui s'y cachent, notre chat qui s'y est enfoui et y est mort. J'ai vu la forêt depuis ces deux points de vue opposés, la magie et la terreur, et je n'ai toujours rien compris à la forêt. J'ai vu la vie comme un doux mouvement de la nature, un courant qui porte tendrement les feuilles sur la rive, une émotion qui fait rire et pleurer. J'ai vu la vie comme ça. Mais aujourd'hui, la vie furieuse brise tout sur son passage, inonde, submerge, démolit. Il nous faut la contrôler avec des barrages, des écluses, l'assécher, la traiter. J'ai vu la vie depuis ces deux points de vue opposés, la grâce et l'horreur, et je n'ai toujours rien compris à la vie.
J'ai vu l'amour comme un conte de fées, une rencontre inattendue, qu'on espérait que dans ses plus beaux rêves, une princesse brisée qui pourrait recoller ses morceaux avec les miens, nos rires, un cocktail au bord de l'eau, deux corps qui ne font qu'un, des moments simples. J'ai vu l'amour comme ça. Mais aujourd'hui, l'amour défile sur l'écran de mon smartphone, est une chose à caler dans mon planning, une rencontre arrangée, un destin que je tente de forcer, le désir d'une rencontre qui me placerait en sécurité, un désir assouvi pour me concentrer sur le reste, un confort grisâtre. J'ai vu l'amour depuis ces deux points de vue opposés, la joie et le désastre, et je n'ai toujours rien compris à l'amour. Et puisqu'on en est à remercier, merci à vous Cathy, parce que vous êtes une très bonne psy, vous minimisez votre influence sur mon parcours, mais vous m'avez aidé à surmonter un deuil et 2 ruptures qui m'ont changé à jamais. Je vous en remercie du fond du cœur. Je n'oublierai pas ce que vous avez fait pour moi. Merci aussi à vous, mes amis et amies, qui m'avaient entendu rabâcher toutes ces histoires et qui, contrairement à ma psy, n'avaient pas été payés pour le supporter. Et surtout, merci à vous, toutes mes rencontres, mes héroïnes, les héroïnes de la vie quotidienne croisées sur ma route. Merci pour vos mots, votre humour, votre douceur, votre réconfort, votre tendresse. Merci de m'avoir montré ma valeur et mes valeurs, parfois sans le vouloir. J'espère ne pas vous avoir blessé en forçant le trait, en me concentrant sur un petit fragment de votre vie, en imaginant parfois vos pensées ou en compilant vos bribes à celles d'une autre. Encore pardon, si c'est le cas. Je ne sais rien de ce que vous avez traversé et de ce qui vous a amené là où vous en étiez lorsque vous m'avez rencontré. Encore merci pour tout ce que vous m'avez apporté. Ma tombe dans ta maison, rouge sang. Je suis dans le salon, rouge sang. Deux cycles que la vie met face à face. Nous deux séparés, rouge sang. Nous deux séparés, pas longtemps. Deux cycles que la vie met face à face. Deux cycles que la vie met face à face. Rouge sang.